En s'embarquant dans l'aventure non platonicienne d'écrire un livre sur la théorie de l'homme de Platon, il a perdu tout droit à faire appel au souverain mépris de Platon pour la vérité historique. Il lui faut se plier aux critères de l'exactitude historique. Son impuissance à se soumettre à ces critères, ajoutée au fait qu'il ne parvient pas à écrire un livre non historique sur la théorie de l'homme ou sur la philosophie réaliste de la culture, conduit simplement au résultat qu'il n'est pas réellement contraint de prouver ses affirmations les plus importantes. Cela l'expose au danger de remplacer la preuve de la thèse historique selon laquelle Platon a soutenu certaines opinions par une certaine espèce de raisonnement philosophique, montrant que les opinions en question sont saines, et de remplacer la démonstration de thèses philosophiques par la simple référence aux passages de Platon dans lesquels ces thèses sont affirmées. Par exemple, il croit manifestement à la nécessité et à la possibilité d'une théologie naturelle. Dans la mesure où il écrit un livre sur Platon, il peut se contenter de faire référence aux passages de Platon dans lesquels il est présupposé ou démontré que l'existence de Dieu est connaissable à la raison théorique seule, et n'est pas rigoureusement contraint de fournir une démonstration de l'existence de Dieu. Le refus de Wilde d'exposer tout entière la théorie de l'homme de Platon est inconciliable avec son opinion selon laquelle nos malheurs viennent du rejet de l'enseignement classique. Car si cette opinion est exacte, il est nécessaire de retrouver l'enseignement classique tout entier, avant même de pouvoir penser en sélectionner les parties. Avant une telle redécouverte d'ensemble, toute sélection est arbitraire dans la mesure où elle ne peut avoir d'autres principes que des prédilections modernes. S'il est vrai que la querelle des anciens et des modernes est le problème suprêmement important, on ne fait qu'obscurcir cette question en substituant à un enseignement franchement moderne un enseignement platonicien modernisé. Pour les raisons indiquées, Wilde est contraint de supposer que nous pouvons trouver dans l'enseignement classique la solution de notre problème moderne. C'est dans l'insuffisance de la philosophie moderne qu'il faut chercher la cause de notre situation difficile. Ainsi, les classiques doivent-ils être présumés nous fournir une analyse, un diagnostic et un traitement de la maladie moderne. Wilde oppose le réalisme de la philosophie classique à l'idéalisme de la philosophie moderne. Et il affirme que l'idéalisme se confond avec le phénomène que Platon caractérisait comme sophistique. La tentation est considérable d'identifier la philosophie moderne et la sophistique, et Wilde n'est pas le premier à y succomber. Mais est-il possible de maintenir de sang-froid cette identification ? L'idéalisme allemand, contre lequel est d'abord dirigée la critique de Wilde, avait toujours eu tendance à concevoir son rapport à la philosophie des Lumières comme analogue à la relation de la philosophie classique et des sophistes grecs. En fait, on a quelquefois l'impression que Wilde se contente de remplacer la thèse selon laquelle la sophistique est à la philosophie classique comme les Lumières à l'idéalisme allemand par la thèse selon laquelle la sophistique est à la philosophie classique comme l'idéalisme allemand est à Wilde. La vérité est cependant que tandis que l'idéalisme allemand n'a jamais perdu de vue la différence fondamentale entre la pensée moderne sous toutes ses formes et la pensée classique sous toutes ses formes, Wilde se satisfait de l'identification sans réserve de l'idéalisme tout court, et partant en particulier de l'idéalisme moderne, allemand et non allemand, avec la sophistique. S'il voulait que ses affirmations sur ce point soient prises au sérieux, il lui aurait fallu se contenter d'affirmer que la sophistique est la conséquence éloignée, indirecte et involontaire, peut-être nécessaire de l'effort authentiquement philosophique et fondamentalement non sophistique de la philosophie moderne. Et il lui aurait fallu prendre la peine de nous soumettre quelques preuves non rhétoriques et non sophistiques de cette affirmation de portée considérable. Wilde mentionne les traits caractéristiques suivants de l'idéalisme: la subordination de l'ontologie à la logique, la négation de l'intentionnalité de la pensée, l'opinion selon laquelle toutes les choses pensent constamment ou selon laquelle il y a des pensées inconscientes ou non pensantes, la confusion des choses matérielles et des formes, objets de la pensée, et partant la négation de la matière, du mouvement et du changement. Son dernier mot sur le sujet est l'identification de l'idéalisme à la confusion de l'homme et du créateur, à savoir l'opinion selon laquelle toute signification, tout ordre et toute vérité ont leur origine dans ou sont reliés à la conscience, la raison, le sujet, l'homme ou l'existence. Je me réfère à Husserl et à Heidegger parce qu'ils manifestent très clairement que l'identification de l'idéalisme à la négation de l'intentionnalité ou à la subordination de l'ontologie à la logique ne va pas au fond du problème. La position de Wilde est au moins autant opposée à l'empirisme anglais, par exemple, qu'à l'idéalisme allemand. Cependant, il a choisi de présenter l'idéalisme allemand comme le seul coupable.
Un homme qui se déclare platonicien est dans l'obligation de souligner le fait que l'idéalisme allemand a tenté de rétablir des éléments importants des enseignements de Platon et d'Aristote, par opposition à la philosophie occidentale, anglaise et française, à partir, il est vrai, d'un fondement établi par cette philosophie occidentale. Les difficultés auxquelles l'identification de l'idéalisme et de la sophistique est exposée sont assez illustrées par les propres hésitations de Wilde. D'un côté, il identifie totalement l'idéalisme et la sophistique, d'un autre côté, il affirme que l'idéalisme est la racine de la sophistique, et donc qu'il est différent de la sophistique. Il disculpe plus encore l'idéalisme en laissant pressentir qu'il n'est qu'une des racines de la sophistique. La racine de la sophistique serait la confusion transcendantale, et certaines confusions transcendantales conduisent à des erreurs autres que l'idéalisme qui conduisent elles aussi à la sophistique. Mais la confusion transcendantale elle-même n'est pas nécessairement la racine pure et simple de la sophistique, car si elle est appelée une fois la racine ultime de la sophistique, elle est une autre fois affirmée résider tout près de la racine de la sophistique. Nous sommes aussi ainsi conduits petit à petit à l'opinion selon laquelle la confusion transcendantale peut aussi bien conduire à l'idéalisme qu'à d'autres hérésies, et selon laquelle l'idéalisme peut aussi bien que d'autres erreurs conduire à la sophistique. Une opinion plausible, sinon fort éclairante, dans la mesure où la vérité elle-même peut être détournée de façon sophistique. À cela, Wilde pourrait peut-être répondre de la manière suivante. La confusion transcendantale est une tendance active qui, suivant sa propre loi, aboutit à un extrême que la sophistique ne peut pas dépasser. En d'autres termes, à la position de Protagoras, le représentant par excellence de l'ancienne sophistique, et la position de Protagoras est l'idéalisme, mais sans parler du fait que selon ce qu'il dit par ailleurs, la sophistique peut aller plus loin que Protagoras, à savoir jusqu'au naturalisme pur et simple. Il est difficile de comprendre comment l'on peut traiter l'idéalisme de Protagoras et l'idéalisme de Kant, Hegel ou Husserl comme fondamentalement identiques. En d'autres termes, on dépasse nettement les limites de la fièvre polémique légitime quand on identifie l'idéalisme philosophique moderne avec la sophistique, ce qui implique que des hommes comme Kant ou Husserl furent des trompeurs délibérés, qu'ils étaient soumis au penchant affectif de leur public, et peu soucieux de la vérité, et qu'avec peu d'habileté dans l'argumentation et de puissance persuasive, ils ont élaboré une théorie originale qui paraissent au moins aussi bonnes que la vérité, sinon bien meilleures. Ces dernières citations sont tirées de passages portant explicitement sur l'essence de la sophistique. Pour exprimer la même critique un peu moins sèchement, Wilde parvient à un point considérable par de belles envolées rhétoriques à éveiller la colère du lecteur contre les scélérats coupables de confusion transcendantale ou de négligence transcendantale. Mais il ne parvient pas complètement à convaincre que la confusion courante ou la négligence courante soit nécessairement le résultat d'une contemplation trop exclusive des opérations transcendantales. Pour voir comment Wilde arrive à cette surprenante affirmation, il suffit de comparer ce qu'il considère comme l'essence de la sophistique avec le trait le plus caractéristique de l'idéalisme moderne. La sophistique, affirme-t-il, est essentiellement la construction de théories, de systèmes ou de répliques idéales de la réalité, tandis que la philosophie s'adonne entièrement à la tâche de poursuivre la réalité telle qu'elle est toujours déjà. L'idéalisme moderne conçoit explicitement l'être comme construit ou comme constitué à partir, ou du moins comme dépendant de la spontanéité du sujet dans sa forme classique. En tout cas, il se fondait sur l'opinion suivant laquelle nous ne pouvons véritablement comprendre que ce que nous faisons ou construisons. Mais n'y a-t-il pas toute la différence du monde entre construire des théories subjectives, parce que l'on nie qu'il y ait une différence fondamentale entre la science et l'opinion ou la perception sensible, c'est la sophistique, et construire des modèles idéaux parce que l'on soutient que seules de telles constructions rendent possible la science en tant que distincte de l'opinion ou de la perception sensible, c'est l'idéalisme moderne. L'idéalisme moderne est si loin d'être identique ou même apparenté à la sophistique au sens que Wilde donne à ce terme qu'il repose entièrement sur la distinction platonicienne et aristotélicienne entre la science et l'opinion ou la perception sensible. L'impuissance de Wilde à rendre justice à la philosophie moderne vient du fait qu'il n'a pas examiné avec sérieux la question de savoir pourquoi la philosophie moderne s'est révoltée contre la tradition classique. En d'autres termes, qu'il n'a pas examiné avec sérieux les difficultés auxquelles la philosophie classique était et est encore exposée. Selon les classiques, la science présuppose que le monde est intelligible, et cela n'est possible, soutenaient Platon et Aristote, qu'à la condition que l'intelligence gouverne le monde.
On peut dire, pour simplifier le débat, que la science classique dépend en dernière analyse de la possibilité de la théologie naturelle comme science. Ce fut essentiellement à cause de l'influence de la Bible que l'opinion classique devient problématique, y compris pour nombre de ses adeptes. Assurément, la forme ultime de la science classique, à savoir la science aristotélicienne, repose tout entière sur la doctrine de l'éternité de l'univers visible, une doctrine diamétralement opposée à la doctrine biblique de la création. Il faudrait avoir le courage d'appeler Luther et Calvin des sophistes avant de pouvoir oser affirmer que seuls les sophistes peuvent contester le caractère satisfaisant de la conciliation tentée par Maïmonide et Thomas d'Aquin entre les enseignements de la Bible et d'Aristote. Cependant, Wilde fait à peine allusion à la réforme lorsqu'il parle des origines de la rupture moderne avec la philosophie classique. En tout cas, l'opinion mériterait d'être examinée selon laquelle ce fut une réflexion guidée par la notion biblique de la création qui conduisit en fin de compte à la doctrine selon laquelle le monde en tant que créé par Dieu, ou la chose en soi, est inaccessible à la connaissance de l'homme, ou à l'affirmation idéaliste selon laquelle le monde, pour autant que nous puissions le comprendre, à savoir le monde sur lequel se penche la science des hommes, doit nécessairement être construit par l'esprit humain.